de Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement, a eu lieu ce matin la 14e séance du Conseil de ministres et 9 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Et au Yémen, les forces gouvernementales ont lancé hier une opération d'envergure dans la région de Siwa, à l'est de Mareb. Voilà pour le sommaire des réfugiés. Le chef de l'État a par ailleurs signé un projet mettant en place un conseil de développement économique en vue d'engager l'industrialisation du pays et de favoriser le climat des affaires. Le chef de l'État a également signé un projet de décret créant la fondation dénommée le droit au logement en vue d'aider toute personne disposant d'une parcelle de terrain à construire. Cela s'insère parfaitement dans le cadre de la politique du chef de l'État à promettre aux familles, à chaque famille et citoyen de disposer d'un toit. Le chef de l'État a en outre confié à M. Qayad Moussa Ahmed la direction de ce qui sera désormais connu comme l'Office djiboutien du développement géothermique. On écoute le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssef. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 septembre 2016. Étaient inscrites à l'ordre du jour 9 questions. La première question est relative au projet de loi portant statut des réfugiés en République de Djibouti. Le gouvernement entend consolider son arsenal juridique actuellement en vigueur sur son territoire, eu égard aux conditions d'asile et au statut de réfugiés par l'adoption d'une loi inclusive en la matière. Les dispositions principales de ce projet de loi traitent du champ d'application de la définition du demandeur d'asile et du réfugié, des cas d'exclusion au statut de réfugié, des cas de cessation de la décision d'annulation, de la décision de retrait, des conditions d'octroi du statut de réfugié aux membres de la famille, des cas d'enfants mineurs non accompagnés et du principe de la non-discrimination en matière d'asile. Les organes compétents en matière d'éligibilité et de gestion de réfugiés sont l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS, la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié, CNE, et la Commission nationale de recours au statut de réfugié, CNR. Les dispositions finales et exécutoires de la loi soulignent la nécessité de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans l'exercice de ses fonctions, notamment dans sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de la Convention de Genève de 1951, de son protocole additionnel et de la Convention de l'OUA de 1969. La deuxième question concerne un projet de décret portant mise en place d'un conseil de développement économique de Djibouti. Cet organe s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement durable du pays et vise à veiller à la cohésion des activités de l'État pour la promotion d'une croissance économique. Ce nouvel organe d'orientation placé sous l'autorité du président de la République sera chargé de superviser, coordonner l'action des différents ministères et institutions nationales dans la planification et l'exécution des politiques de développement économique. Il est chargé de concevoir des politiques et des plans de promotion de l'investissement, mettre en place le développement des savoir-faire et les programmes de formation afin d'améliorer la productivité, l'efficacité et la compétitivité. Il s'agit de mettre à la disposition du gouvernement un outil de formulation et de pilotage stratégique de la politique économique. La troisième question est relative à un projet de décret portant approbation des statuts de la Fondation Droit à un logement. L'accès à un logement décent est essentiel pour la dignité humaine et le sentiment d'intégration sociale. En effet, nos concitoyens sont de plus en plus confrontés à la pénurie en habitat et en logement. Conscient de cette situation, le président de la République a lancé un programme de construction de logements sociaux dans les régions et dans la capitale intitulé « Droit à un logement pour tous ». Ce programme vise à combler
le déficit en logement et satisfaire les besoins de nos populations. Ainsi, pour accélérer ce programme, le gouvernement a décidé de créer une fondation dénommée Fondation Droit à un logement, qui est une personne de construction appuyer les actions de mise en valeur des parcelles octroyées aux bénéficiaires et encourager la promotion de tout projet et opération favorisant l'accès au logement. La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination d'un directeur général de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique. Le docteur Ayad Moussa Ahmed est titulaire d'un doctorat en hydrologie et modélisation numérique des réservoirs géothermiques obtenu à l'école des mines de Paris en 2013. Il est compétent pour assumer cette responsabilité de direction de l'Office djiboutien de la géothermie. Sur proposition du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, quelques nominations, réaffectations ou mutations ont été décidées au niveau de nos représentations diplomatiques. 5 ambassades sont concernées. Puis le 6e point inscrit à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres a porté sur le projet d'agrément pour exercer la fonction d'huissier de justice. Les 7e et 8e questions discutées au cours de ce Conseil des ministres concernaient l'octroi de parcelles de terrain. Puis les membres du gouvernement ont fait au chef de l'État un compte-rendu des différentes missions auxquelles ils ont récemment pris part. On fait le point tout de suite avec le ministre des Affaires étrangères, également porte-parole du gouvernement. Adam Hassan Adam est affecté à notre ambassade à Mogadiscio. L'ambassadeur Taïb Doubat-Roble est affecté à notre ambassade à Doha. Madame Khadra Ahmed Hassan, l'ambassadrice Khadra Ahmed Hassan, est affecté à notre mission à Genève. L'ambassadeur Mohamed Dour Hirsi est affecté à notre ambassade au Caire et l'ambassadeur Mohamed Alissa est affecté à Sanaa. La 6e question concerne un projet d'arrêté portant agrément à la profession d'huissier de justice. Madame Moumina Kamil Hassan, titulaire d'une licence en droit et possédant une expérience avérée, est agréée donc à la profession d'huissier de justice. La 7e question est relative à un projet d'arrêté affectation d'une parcelle de terrain au ministère de l'Équipement et des Transports. Cette parcelle de terrain de 150 000 m², 6 à Doralé, est mise à la disposition de la garde des côtes djiboutiennes avec une servitude de passage facilitant l'accès vers le boulevard Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. La 8e question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la société Fabtech Énergie. Une parcelle de terrain de 20 hectares, donc située à Balbala Sud, secteur Place Hol-Hol. Cette parcelle est destinée à l'implantation d'une usine de métallurgie. La 9e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du plan parcellaire et du cahier des charges du site de l'ancienne gare du chemin de fer de Djibouti. Cette parcelle est affectée à la mise en place d'une centralité économique avec un pôle financier et d'affaires. Cet espace permettra d'accroître l'attractivité de notre capitale vis-à-vis des investisseurs nationaux et étrangers. Cette zone accueillera des bâtiments de 8 étages minimum le long de la rue Mahmoud Hed et recevra exclusivement des activités bancaires, d'assurance et d'autres activités liées au tertiaire, hôtels, bureaux, centres d'exposition et de conférences. Dans le reste de l'actualité, une réunion de travail concernant le transport en commun a eu lieu aujourd'hui au sein une réunion donc au sein du ministère de l'Équipement et des Transports. Cette rencontre avait pour but de recéder un minibus. Les discussions ont porté sur la stratégie à mettre en place pour rendre fonctionnel dans un premier temps les 10 nouveaux bus de 62 places qui sont octroyés par le gouvernement et dans un deuxième temps de voir comment on pourrait améliorer de manière plus générale l'organisation du secteur.
À l'instar de la capitale et des autres régions, les quelques 5600 élèves des écoles primaires et du moyen ont repris le chemin de l'école dans la région de Tadjoura, qui a d'ailleurs eu l'honneur de la visite du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud. Le ministre était accompagné d'une importante délégation qui a sillonné plusieurs écoles primaires, le collège de Tadjoura et de Sagalou, pour constater de visu les conditions dans lesquelles sont accueillis les élèves. Le ministre a été accueilli à sa descente d'avion par le préfet de la région de Tadjoura, le président du conseil régional et l'équipe d'encadrement de la direction régionale. Cette rentrée est également caractérisée par la réouverture de l'école de Malahou, fermée depuis l'époque coloniale, et l'amélioration du cadre de travail de l'école de Garabtisen pour l'installation ainsi de 2 salles de classe préfabriquées. Des travaux de réhabilitation ont eu lieu durant les grandes vacances au niveau du collège de Tadjoura, où des salles de classe datant de 1973 été démoli pour écarter le danger. Le collège de Dora a été également réhabilité. Très bien déroulé. Les élèves sont tous présents, les enseignants également. Et les directeurs d'école nous ont montré leur satisfaction pour ce qui est donc de cette rentrée scolaire. Les directeurs et les principaux, je les ai rencontrés sur Djibouti et comme je le disais tout à l'heure, je leur ai donné des directives. Et c'est des directives qui émanent. Il m'a été également demandé par le président de la République sur sa feuille de route qui est bien sûr de mettre l'accent, de mettre le poids sur l'amélioration de la qualité des apprentissages. Et donc ceci est vrai aussi bien pour les écoles de la ville, mais également pour les écoles des régions. Donc je vais, Inch'Allah, mettre tous mes efforts pour essayer dès cette année, Inch'Allah, de mener le maximum d'actions pour que, Inch'Allah, cette qualité qui est tant recherchée par la communauté et par la population djiboutienne puisse être, Inch'Allah, quelque chose, le centre du souci de tous les Djiboutiens. Quelque part, j'ai une double responsabilité, de par le métier d'enseignant que j'ai exercé, mais également par le fait que je suis à la tête de ce ministère, qui est quand même un ministère très, très important pour l'avenir de nos enfants. Dans le reste du pays, après 3 mois de vacances d'été, les élèves des écoles primaires de la localité et des régions d'Arta et des collèges d'Arta, ont bien repris hier le chemin des écoles. Ils sont plus de 2300 élèves à être inscrits dans les écoles et établissements de l'enseignement fondamental et quelques 1100 élèves dans les collèges. C'est la rentrée scolaire des élèves et des collégiens de Tadjoura. Et ainsi, de nombreux élèves et collégiens ont repris hier les cours, le chemin des écoles.
depuis très longtemps, avec tous les objectifs que le président s'est fixé comme des objectifs à atteindre comme priorité. Je pense que la qualité va contribuer à l'atteinte et améliorer l'atteinte des objectifs. Djibouti, on l'espère, va devenir certainement parmi les pays développés de la région, et elle va jouer un rôle non seulement de par sa position stratégique, mais de par également la qualité des services qu'elle va accorder. Voilà, donc c'est la rentrée à Tadjoura, la ville blanche, et vous venez de suivre l'intervention du préfet de la ville de Tadjoura. À Arta, maintenant, comme dans le reste du pays, après 3 mois de vacances, les élèves des écoles primaires de la localité et des collèges d'Arta ont bien repris hier le chemin, eux aussi, des écoles de la région d'Arta, Abdoulaye Dalaki, et comprenant les conseillers techniques du ministre de l'Éducation nationale, Ousmane Hussein Abdissiki Rayad, a supervisé hier le bon déroulement de la rentrée des classes. Cette rentrée scolaire dans la région d'Arta s'est déroulée dans de très bonnes conditions et tous les élèves étaient fiers de reprendre le chemin de l'école et de retrouver leurs camarades de classe après s'être perdus de vue un bon moment. Lundi 5 septembre, la rentrée scolaire de l'enseignement de base et de l'enseignement moyen 2016-2017 s'est déroulée dans les bonnes conditions et surtout dans l'ensemble de la région d'Arta en ce jour, le 5 septembre 2016. Cette année, l'année scolaire a débuté aujourd'hui. Plus de 2300 élèves qui ont pris le chemin de l'école dans toute la région d'Arta. Les ont ouvert leurs portes ce matin à 7h. Situation similaire à l'Issabillé, la rentrée scolaire 2016-2017 a bien débuté dans la joie des retrouvailles des élèves et du corps enseignant. La très grande majorité des élèves des écoles primaires et des collèges de la région d'Al-Issabillé n'ont pas manqué le premier jour de la reprise des cours et sa magie où l'on se représente heureux, sapé et plein d'entrain. Chacun étant décidé de réussir son année scolaire, de passer en classe supérieure ou de décrocher son premier examen et diplôme. Cette rentrée des classes à l'Issabillé s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Accompagnés par leurs parents ou leurs grands frères, les élèves ont ainsi regagné les bancs des classes après 3 mois de vacances environ, cartable sur le dos ou sac tenu à la main. Quelques 6600 élèves ont investi les 16 écoles primaires et 3 collèges de la région. Le préfet de la région d'Al-Issabillé, Mohamed Abdelassou, entouré de l'inspecteur de la région, Hassan Ballet, du directeur général de l'administration et des conseillers du ministre, ont tous effectué hier une tournée d'inspection dans les principaux établissements scolaires. On va écouter M. Ahmed Omar Iye, conseiller technique du ministre de l'Éducation, qui a confié à la presse que la rentrée scolaire s'est déroulée dans les meilleures conditions. Et 3 collèges, dont le collège d'Al-Issabillé et le CM de Holol et le CM de Ali Adé. Sur les lieux, le 29 mai dernier et deuxième jour de l'examen du BEF. À l'instar
régions du pays, les différents établissements scolaires des écoles fondamentales de la ville de Dikil ont ouvert leurs portes hier pour la rentrée scolaire 2016-2017. Des milliers d'élèves ont repris leurs classes et quelques centaines d'enfants accompagnés de leurs parents ont assuré leur premier pas vers les classes préparatoires et d'initiation, les CPI. Les enseignants étaient également tous présents. À cet effet, le préfet de la région, Mohamed Hassan Cheikho, le président du conseil régional et une commission chargée de suivi de la rentrée scolaire du ministère de l'Éducation ont effectué une tournée dans les différents établissements scolaires pour voir le bon déroulement de cette rentrée scolaire 2016-2017. Le collège d'enseignement moyen de la ville de Dikil a également ouvert ses portes hier matin avec plus de 1570 élèves, 33 entités pédagogiques et 45 profs. La rentrée à Dikil s'est bien déroulée. En place une équipe composée de conseillers de conseillers techniques et que si on est dans les écoles, globalement, la rentrée dans mon école s'est très bien déroulé. Un mot sport a pris fin hier le tournoi d'été de football organisé par le CDC d'Al-Hiba en collaboration avec l'association Mahan d'Al-Hiba. Le tournoi d'été de football s'est clôturé hier en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, les notabilités du quartier d'Al-Hiba, du directeur du CDC d'Al-Hiba ainsi qu'une grande foule d'anonymes. La finale masculine a opposé la formation d'Al-Hiba à celle de l'association Mahan. Al-Hibabis l'a emporté sur le score de 2 buts à 1. S'est déclaré réjoui quant au beau déroulement et à la parfaite organisation de ce tournoi. Au quartier 5, toujours dans le cadre des activités sportives de l'été, la finale féminine de basket s'est déroulée hier soir. Cette finale a opposé l'équipe de quartier 5 à celle du stade, a vu le sacre de la formation du quartier 5 au score de 26 buts à 24. Une vingtaine d'équipes au CDC de quartier 5 ont pris part à ce tournoi féminin de basket. Le secrétaire d'État a félicité l'ensemble des équipes engagées dans ce tournoi et salué la victoire de la formation de quartier 5. Partie des bénévoles du quartier 5 et on a organisé avec l'aide du ministère des Sports réunion familiale et ambiance je voudrais féliciter les filles qui sont venues ici pour montrer dans notre pays que le basketball et le sport est primordial et que joue aussi au progrès du pays. Merci au ministère du Sport. Cela faisait partie du calendrier de la CNSS et c'est effectif depuis presque 2 mois. Les personnes aux besoins spéciaux et sans ressources ont accès aux soins gratuits grâce au PASS, le volet solidaire de l'assurance maladie universelle. Il s'agit des premières catégories des personnes éligibles au PASS dont la capitale a bénéficié d'une couverture médicale gratuite. Ils sont plus de 200 personnes à mobilité réduite, malvoyants ou souffrant de problèmes mentaux ou psychiques qui se sont inscrites à ce programme. Allez Abdoulaye.
Le programme d'assurance sociale, au-delà de l'aspect des soins médicaux, constitue l'une des meilleures armes de lutte contre l'exclusion. L'insertion des handicapés dans ces systèmes de couverture sanitaire reste sa palme d'or. On sait que cette catégorie de notre société souffrant d'handicap physique ou mental très prononcé se retrouve le plus souvent sans ressources. Palme d'or parce que le PASS, lui, prend en compte ce laisser pour compte. Une simple procédure certifiant le degré d'handicap suffit pour accéder au PASS. Normalement, les cartes qu'on délivre, c'est pour les handicaps majeurs, c'est-à-dire un handicap supérieur à 80%, que ce soit un handicap physique ou mental. Et physique, ça peut être quelqu'un qui, voilà, pour se déplacer, dépend d'une tierce personne, ou mental, quelqu'un qui est sous médication ou qui n'est pas encore consulté pour avoir les médicaments nécessaires. À la suite de l'interrogation et de l'examen physique, on statue que ces gars-là est handicapé bel et bien, et c'est après qu'on délivre un certificat médical pour qu'il puisse avoir sa carte d'assurance maladie. Munis de ce certificat médical vont entamer la procédure d'enregistrement qui leur permettra d'accéder au statut d'assurés sociaux. Après présentation de leur pièce d'identité et du certificat médical, la procédure est lancée. Un moment décisif qui va changer le cours de la vie de ces jeunes à mobilité réduite. Un grand pas que salue le président de l'association des handicapés. Les personnes handicapées salariées peuvent déjà bénéficier, mais les personnes à mobilité réduite handicapées n'avaient pas, ceux qui n'ont pas de ressources n'avaient pas accès aux soins. Donc c'est une grande aubaine pour nous. Nous tenons à remercier vivement la direction générale du CNSS. Avec cette procédure, c'est la concrétisation de l'aspect solidaire du PASS. Ces jeunes, hier sans couverture médicale, deviennent prioritaires pour bénéficier de la carte AMU. Un véritable passe-droit parce que le PASS permet de se soigner. والله والحمد لله رب العالمين إله مهدي يعني ده وكلها نقلنا يعني كار كانوا شقينين أو كار كي اللي سيء يعني قف سلا قف شقينا يو كله لا ترتم يو إنك اللي قد وينه وإله مهدي ومهد إله وعلنا. تانيتا يبقى مريت إن لا ومريتيك ميجا كادو فيا دايلا جينا كادو ما ومريهنا كادو اسمك كرتي فرق الجنة ما كادو دولتنا على فرق دايلمنا كادونا وين كادو بارها باكي بارهنها كدك جحساه. Ainsi, avec le volet solidaire de l'AMU, la lutte contre l'exclusion n'est pas un vain mot, mais une réalité. Actualité régionale et internationale à présent, le Premier ministre somalien Omar Abdulrashid Ali Sharmake a annoncé hier sa candidature à la présidentielle du 30 octobre prochain en Somalie. Le Premier ministre somalien a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle qui est prévue le 30 octobre prochain dans son pays. C'est ce qu'a rapporté l'agence djiboutienne d'information. Cette annonce est intervenue au cours d'une conférence de presse tenue par le Premier ministre somalien dans ses bureaux de la ville de Somalie. M. Sharmake a indiqué à la presse qu'il allait commencer officiellement sa campagne en prévision de cette importante échéance. Le Premier ministre somalien a déclaré par ailleurs que la relance de l'économie, la restauration de la paix et de la sécurité dans le pays et l'éradication du mouvement terroriste Al-Shabaab constitueront ses principaux thèmes de campagne. Âgé de 56 ans, Omar Abdulrashid Ali a déjà occupé le poste de Premier ministre de 2009 à 2010 sous l'ex-président du gouvernement fédéral de transition, Cheikh Sharif Ahmed. M. Sharmake a également dirigé en 2014 l'ambassade de la Somalie aux États-Unis d'Amérique ainsi que la représentation permanente de 100 pays à l'ONU. Il est le fils de Abdulrashid Ali Sharmake, Premier ministre de la Somalie de 1960 à 1964, puis président de la République de 1967 à 1969, date de son décès. Au Yémen, les forces gouvernementales ont lancé hier une opération d'envergure dans la région de Silwa à l'est de Maghreb. Idrissa Douta. D'après des sources militaires, au moins 26 combattants ont péri lundi dans des affrontements entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles Houthis pour le contrôle d'une riche région pétrolière à l'est de la capitale yéménite. Les forces pro-gouvernementales ont lancé une opération militaire pour reprendre Sarwa, a affirmé une source militaire loyaliste en référence à la seule zone de la province des Marib, toujours aux mains des rebelles Houthis qui contrôlent la capitale Sanaa depuis septembre 2014.
Des violents affrontements et des raids aériens de la coalition ont tué 16 rebelles et fait des dizaines de blessés. 10 soldats pro-gouvernementaux ont été tués et 12 blessés dans les combats, a-t-elle ajouté. Selon d'autres sources militaires, les troupes loyalistes ont repris les contrôles des collines surplombant Saroua. La province de Marib a connu d'intenses combats entre les forces loyales au président Abdurrabbo Mansour Hadi, qui, soutenu par une coalition arabe sous commandement saoudien, est en guerre depuis plus d'1 an contre les rebelles chiites Houthis qui contrôlent Sanaa et des larges territoires du nord du pays. Par ailleurs, les Émirats arabes unis, l'un des piliers de la coalition arabe, ont annoncé lundi la mort d'un de leurs soldats au Yémen, selon un communiqué des forces armées publié par l'agence officielle émirati. Rappelons que le conflit au Yémen a fait depuis l'intervention de la coalition arabe en mars 2015 près de 6600 morts selon l'ONU. En Syrie, des divergences entre Washington et Moscou sont apparues sur un éventuel accord pour cesser les hostilités entre forces belligérantes. Les deux hommes, pourtant, Barack Obama et Vladimir Poutine, ont discuté hier en marge du G20 sur la situation en Syrie où Moscou est engagé activement aux côtés des forces de Bachar al-Assad, pressé par la communauté internationale à trouver une issue au conflit syrien. Ces discussions n'ont pas abouti. Contrairement à Obama, Vladimir Poutine a voulu faire preuve d'un certain optimisme. Obama a déclaré: nous avons eu des conversations productives sur ce à quoi pourrait ressembler une réalisation des hostilités qui nous permettrait à la fois les États-Unis et la Russie de concentrer notre attention sur nos ennemis communs, comme le groupe État islamique et le Front al-Nosra. Mais étant donné le manque de confiance qui existe, c'est une négociation difficile. Et nous n'avons pas réduit le fossé pour que cela puisse effectivement fonctionner. Fin de citation. Vladimir Poutine a lui aussi convenu d'un certain rapprochement des positions avec les États-Unis. Mais les deux puissances sont toujours en désaccord sur le sort du président syrien. Moscou étant fermement opposé à son départ réclamé par Washington, j'espère vraiment que si nous parvenons à un accord, et j'ai des motifs de croire que cela peut se produire dans les prochains jours, nous serons en mesure de parler de manière significative d'amélioration et d'intensification de notre coopération avec les États-Unis sur la lutte contre les organisations terroristes, y compris celles opérant en Syrie. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont demandé à leurs chefs de la diplomatie respectifs de poursuivre les discussions. Le président turc Erdogan leur a proposé d'établir une zone d'exclusion aérienne dans le nord de la Syrie. Ankara coopère avec Moscou en vue d'instaurer un cessez-le-feu dans la région d'Alep où une catastrophe humanitaire